Arrête de jouer à l'entrepreneur, a annoncé ma sœur lors du dîner de famille. Ton petit truc en ligne, ce n'est pas du vrai business, tout le monde a ri. J'ai hoché la tête en silence, compris lundi matin, j'ai envoyé un email à ma société d'investissement, retirer les 150 millions de dollars de la start-up tech de Sarah. La réunion du conseil d'administration a été convoquée en urgence. En grandissant, Sarah a toujours été l'enfant prodige. Tandis que je passais des heures à assembler des ordinateurs dans le garage, elle remportait des tournois de débat et les élections du conseil des élèves. Maman rayonnait de fierté chaque fois que Sarah parlait de son potentiel de leadership, et de ses plans pour révolutionner l'industrie technologique. Ta sœur a une vision, disait papa en regardant Sarah présenter son projet d'entreprise au lycée. Elle comprend ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de concret. Pendant ce temps, j'étais relégué au rang de gamin accro aux ordinateurs qui jouaient avec des gadgets toute la journée. Lorsque j'ai commencé à faire du développement web en freelance à 16 ans, gagnant plus que la plupart des adultes, la famille appelait ça de l'argent de poche et suggérait que je me concentre sur de vraies matières, comme la voie juridique de Sarah. Cette dynamique n'a fait que s'intensifier à l'université. Sarah a fréquenté la Harvard Business School, tandis que je choisissais une université d'État pour l'informatique. Chaque réunion de famille devenait une vitrine pour les exploits de réseautage de Sarah, son stage chez Goldman Sachs, et son admission dans des programmes d'entrepreneuriat exclusifs. Sarah tisse des liens qui comptent, expliquait maman aux proches. Elle construit des relations avec de futurs PDG et des investisseurs en capital risque. C'est comme ça que se font les vraies affaires. Quand je mentionnais mes projets logiciels ou les applications que je développais, la conversation revenait rapidement sur la dernière distinction académique de Sarah, ou sa victoire à un concours d'entreprise. J'ai appris à rester silencieux pendant ces discussions, me concentrant sur mon code plutôt que sur la reconnaissance familiale. Après l'obtention de son diplôme, Sarah a lancé sa start-up technologique en grande pompe. La famille a investi ses économies, convaincue de soutenir la prochaine grande réussite de la Silicon Valley. Les journaux locaux ont couvert son événement de lancement, et LinkedIn a été inondé de félicitations de notre réseau élargi. L'entreprise de Sarah va tout changer, a proclamé papa lors du dîner de Noël cette année-là. Elle a le sens des affaires et la vision pour que ça marche. J'avais discrètement lancé mon propre cabinet de conseil en logiciel, travaillant avec des entreprises du Fortune 500 pour optimiser leur infrastructure numérique. Le travail était hautement technique, extrêmement rentable, et totalement invisible pour quiconque en dehors de l'industrie. Alors que Sarah tenait des conférences de presse, je résolvais des problèmes complexes pour des clients, qui payaient des tarifs élevés pour ma discrétion. Mon compte en banque grandissait régulièrement, mais je conduisais la même Honda d'occasion et vivais dans un appartement modeste. La famille supposait que je survivais à peine en tant que gars de l'informatique freelance. Quand ils posaient des questions sur mon travail, je mentionnais quelques projets de programmation et changeais rapidement de sujet. La start-up de Sarah, en revanche, brûlait son capital à une vitesse alarmante. L'excitation initiale s'était estompée face à la dure réalité de la concurrence sur le marché, des défis de développement de produits, et des coûts d'acquisition de clients. Mais la famille restait optimiste, convaincue que la formation de Sarah à Harvard finirait par payer. Ce sont juste des crises de croissance, assurait maman aux proches inquiets. Toutes les startups à succès passent par cette phase. 2 ans après le lancement de Sarah, son entreprise perdait de l'argent à flot. Le cycle de financement initial était presque épuisé, et les investisseurs potentiels posaient des questions difficiles sur les prévisions de revenus et la viabilité du marché. Sarah avait besoin d'une injection majeure de capitaux pour survivre. C'est à ce moment-là que j'ai agi. Par le biais d'un réseau de sociétés écrans et de véhicules d'investissement, je suis devenu le plus gros investisseur anonyme de Sarah. L'injection de 150 millions de dollars est arrivée via une prestigieuse société de capital risque, spécialisée dans les startups technologiques. Pour Sarah et la famille, cela ressemblait à une validation de la part des acteurs les plus respectés de l'industrie. Je savais que Sarah attirerait des investisseurs sérieux, a célébré papa lorsque le financement a été annoncé. C'est exactement ce qu'on attendait de quelqu'un avec son parcours. Les termes de l'investissement étaient structurés pour me donner un contrôle significatif sur les décisions de l'entreprise, tout en maintenant un anonymat complet. Sarah croyait avoir convaincu des investisseurs institutionnels sophistiqués de soutenir sa vision. En réalité, elle était financée par son jeune frère raté, qui n'était censé rien comprendre au vrai business. L'ironie était parfaite. Chaque réunion du conseil d'administration, chaque décision stratégique, chaque grande orientation de l'entreprise était, en fin de compte, sous mon contrôle.
Sarah présentait ses plans à des investisseurs qu'elle croyait être en train d'évaluer son sens des affaires, sans savoir que le décideur principal était quelqu'un qu'elle avait rejeté comme un entrepreneur pour de faux. Le succès du financement de Sarah a élevé son statut au sein de la famille à un niveau quasi célèbre. Chaque rassemblement devenait une occasion pour elle de partager des nouvelles sur son entreprise révolutionnaire, et sur les investisseurs sophistiqués qui croyaient en sa vision. Les investisseurs de Sarah comptent parmi les personnes les plus prospères de la Silicon Valley, expliquait-elle à des proches impressionnés. Ils ne fournissent pas seulement du capital, ils apportent une orientation stratégique issue de décennies d'expérience dans la création d'entreprises prospères. La famille buvait ses paroles. Sarah était devenue leur preuve que le travail acharné, une bonne éducation, et les fondamentaux du commerce mèneraient inévitablement au succès. Elle représentait tout ce qu'ils croyaient sur la réussite et la reconnaissance. Pendant ce temps, mon véritable succès restait totalement invisible. Le cabinet de conseil était devenu une opération de plusieurs millions de dollars, avec des clients sur 3 continents. J'avais développé un logiciel propriétaire que des entreprises du Fortune 100 licenciaient pour des frais annuels substantiels. Ma valeur nette personnelle avait atteint des niveaux qui auraient choqué la famille, mais je maintenais le même mode de vie modeste et une attitude humble. Quand Sarah parlait de la trajectoire de croissance de son entreprise et de ses relations avec les investisseurs, je hochais la tête poliment et posais des questions réfléchies. La famille interprétait mes questions comme de la curiosité venant de quelqu'un qui ne comprenait pas vraiment les affaires, plutôt que comme des idées venant de quelqu'un qui contrôlait secrètement toute l'opération. « C'est gentil que tu t'intéresses au succès de Sarah », disait maman en privé. « Peut-être que tu peux apprendre quelque chose sur le vrai business en la regardant travailler avec des investisseurs professionnels. » La réunion de famille qui a tout changé s'est produite un dimanche pluvieux de novembre. Sarah était de plus en plus stressée par les performances de l'entreprise, bien qu'elle maintienne une façade optimiste pour la famille. Les derniers trimestres avaient montré des résultats décevants, et le conseil d'administration, c'est-à-dire moi par l'intermédiaire de mes représentants, posait des questions difficiles sur l'orientation stratégique. Mais ce soir-là, Sarah était en mode présentation totale. Elle venait de rentrer d'une conférence où elle avait été sélectionnée comme une étoile montante de la technologie, et avait participé à un panel sur les femmes entrepreneurs. La famille était, comme il se doit, impressionnée et impatiente d'entendre les détails sur sa reconnaissance grandissante dans l'industrie. Les opportunités de réseautage sont incroyables, expliqua Sarah, gesticulant avec enthousiasme avec son verre de vin. Quand on opère à ce niveau, on se connecte avec des investisseurs, des conseillers et des entrepreneurs qui comprennent comment bâtir des entreprises sérieuses. Elle jeta un coup d'œil dans ma direction avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la pitié, mêlée à de la condescendance. C'est un monde complètement différent de ce que la plupart des gens comprennent du business. Il faut penser stratégiquement, comprendre la dynamique du marché, gérer les relations avec les investisseurs, et construire des systèmes évolutifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut deviner juste en jouant avec des ordinateurs. Papa hocha la tête avec sagesse. C'est la différence entre le véritable entrepreneuriat et les passe-temps que les gens appellent des entreprises. Maman renchérit, Sarah a appris les fondamentaux à Harvard. Elle comprend comment travailler avec des investisseurs sérieux qui attendent des opérations commerciales de niveau professionnel. Je continuais à manger tranquillement, posant occasionnellement des questions sur des aspects spécifiques de la performance de son entreprise. La famille interprétait mes questions comme un intérêt fraternel, plutôt que comme les enquêtes de quelqu'un qui avait accès aux rapports financiers détaillés et aux procès-verbaux des réunions du conseil. Puis Sarah fit le commentaire qui scella son destin. Le truc avec le vrai business, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, c'est qu'on ne peut pas faire semblant. Soit tu comprends comment travailler avec des investisseurs institutionnels et bâtir des opérations évolutives, soit tu joues juste à l'entrepreneur avec ton petit truc en ligne. La table éclata d'un rire de soutien. Même notre tante, habituellement diplomate, se joignit à l'accord général selon lequel Sarah avait parfaitement saisi la différence entre le commerce sérieux et le dilettantisme amateur. Arrête de jouer à l'entrepreneur, annonça Sarah avec finalité. Ton petit truc en ligne n'est pas du vrai business. Tout le monde rit plus fort. Je hochai doucement la tête et répondis, compris. Mais à l'intérieur, je rédigeais déjà l'email qui allait tout détruire. J'ai passé la nuit de dimanche à examiner les dossiers de l'entreprise de Sarah. En tant qu'investisseur majoritaire, j'avais accès à chaque document financier, chaque présentation au conseil, et chaque plan stratégique. Les chiffres racontaient une histoire sombre. Malgré l'injection de mes 150 millions de dollars, l'entreprise perdait encore de l'argent à un rythme insoutenable.
Sarah avait utilisé l'investissement pour se développer rapidement, sans résoudre les problèmes fondamentaux du modèle économique. Le revenu par client restait faible, les coûts d'acquisition de clients grimpaient, et les pressions concurrentielles s'intensifiaient. L'entreprise avait besoin d'un autre cycle de financement majeur dans les 6 mois, où elle ferait face à de graves problèmes de trésorerie. Plus important encore, le conseil d'administration était de plus en plus préoccupé par la prise de décision stratégique de Sarah. Plusieurs embauches clés avaient été des désastres, les délais de développement de produits étaient constamment manqués, et des accords de partenariat avaient échoué en raison d'attentes irréalistes. Les investisseurs, c'est-à-dire moi, avaient été patients, mais la patience s'épuisait. Lundi matin, j'envoyai un email soigneusement formulé à l'associé gérant de la société de capital risque, qui servait de couverture pour mon investissement. Après un examen attentif des données de performance récentes, et des préoccupations stratégiques soulevées lors de notre dernière réunion du conseil, écrivis-je, je pense qu'il est temps de reconsidérer notre position dans cet investissement. Veuillez lancer le processus pour un retrait complet de notre participation de 150 millions de dollars. Je veux que tous les fonds soient transférés sur nos comptes principaux d'ici la fin de la semaine. L'email était professionnel, commercial, et dévastateur. Retirer 150 millions de dollars d'une start-up ne ferait pas seulement endommager l'entreprise, cela la tuerait effectivement. Aucun autre investisseur n'interviendrait pour remplacer ce niveau de financement, surtout après un vote de défiance aussi dramatique de la part de l'investisseur principal. En quelques heures, la société de capital risque avait contacté Sarah pour planifier une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sarah m'a appelé mardi matin, et sa voix avait perdu toute sa confiance habituelle. Il se passe quelque chose de bizarre avec les investisseurs. Ils veulent se réunir demain, et ils parlent de repositionnement stratégique et de réallocation de capital. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'exprimais une inquiétude appropriée. Ça a l'air stressant. Tu penses que c'est lié aux chiffres trimestriels? Je ne sais pas, admit Sarah. La performance n'a pas été parfaite, mais nous construisons pour une croissance à long terme. Les vrais investisseurs devraient comprendre que les entreprises technologiques traversent des phases difficiles avant de passer à l'échelle. La réunion du conseil de mercredi fut brutale. Les représentants du capital risque, agissant sur mes instructions, présentèrent une analyse complète des problèmes de l'entreprise. Les prévisions de revenus étaient irréalistes, la gestion des coûts était médiocre, et l'exécution stratégique ne répondait constamment pas aux attentes. Nous avons été patients, expliqua l'associé principal. Mais notre analyse indique des problèmes fondamentaux avec le modèle économique et la stratégie d'exécution. Nous ne croyons pas qu'un investissement en capital supplémentaire serait productif pour le moment. Sarah se défendit avec des présentations sur l'opportunité de marché, les avantages concurrentiels et la vision à long terme, mais les chiffres étaient indéniables. L'entreprise brûlait des liquidités sans générer de croissance durable. Nous avons décidé de retirer notre investissement, annonça l'associé. Avec effet immédiat, nous allons liquider notre position et réallouer le capital vers des opportunités plus prometteuses. Sarah était stupéfaite. Vous ne pouvez pas simplement retirer 150 millions de dollars du jour au lendemain. L'entreprise s'effondrera sans ce financement. Nous comprenons les implications, répondit froidement l'associé. Mais notre responsabilité est envers nos propres investisseurs, et nous ne pouvons pas justifier un soutien continu pour des opérations qui ne répondent pas aux attentes de performance. D'ici jeudi, la rumeur s'était répandue dans la famille que l'entreprise de Sarah faisait face à une crise. Ces investisseurs sophistiqués avaient soudainement retiré leur soutien, laissant la start-up dans un besoin désespéré de financement d'urgence. Maman convoqua une réunion de famille pour le vendredi soir. Nous devons trouver un moyen d'aider Sarah à traverser cette période difficile, annonça-t-elle. Parfois, même les meilleurs entrepreneurs font face à des revers quand les investisseurs ne comprennent pas leur vision. Le rassemblement ressemblait à un conseil de guerre. Sarah était assise en bout de table, l'air épuisé mais déterminé. Elle avait passé la semaine à appeler frénétiquement des investisseurs potentiels, essayant de trouver quelqu'un qui remplacerait le financement retiré. C'est juste un revers temporaire, insista-t-elle. Les investisseurs ont pris peur à cause de quelques problèmes de performance à court terme, mais le modèle économique fondamental est solide. J'ai juste besoin de trouver des investisseurs qui comprennent la création de valeur à long terme. Papa hocha la tête en signe de soutien. Sarah a construit quelque chose de réel. Les bons investisseurs le reconnaîtront. J'écoutais tranquillement tandis que la famille discutait des solutions potentielles.
Oncle Robert suggéra de tirer parti de ses relations d'affaires. Tante Linda proposa de contacter son réseau d'amis riches. Maman et papa parlèrent de liquider leurs économies de retraite pour fournir un financement relais. Le désespoir était palpable. L'entreprise de Sarah était devenue centrale pour l'identité de la famille et sa planification financière. Tout le monde avait supposé que son succès était inévitable, que sa formation à Harvard et son approche professionnelle mèneraient naturellement à des rendements massifs. Ce dont nous avons besoin, dit Sarah en regardant autour de la table, c'est de quelqu'un avec de l'argent réel, qui comprend l'industrie technologique. Quelqu'un qui peut faire un chèque de 50 ou 100 millions de dollars sans sourciller. Elle jeta un coup d'œil vers moi avec un mélange de frustration et de pitié. Malheureusement, ce type d'investissement nécessite des capitaux sérieux et une expertise de l'industrie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre juste en jouant avec des ordinateurs. J'avais prévu de laisser l'entreprise de Sarah échouer en silence. L'investissement retiré la forcerait soit à trouver un nouveau financement, ce qui serait presque impossible vu les circonstances, soit à fermer les opérations. Ce serait une leçon propre et professionnelle sur la réalité des affaires. Mais sa condescendance continue m'a fait changer d'avis. En fait, dis-je doucement, je pourrais peut-être aider. La table devint silencieuse. Tout le monde se tourna pour me regarder avec des expressions allant de la confusion au scepticisme poli. Je veux dire, je sais que tu as besoin d'investisseurs sophistiqués, poursuivis-je, mais je suis en fait ton entreprise de très près. J'ai quelques idées sur ce qui pourrait marcher. Sarah esquissa un sourire condescendant. C'est gentil de ta part de proposer, mais cela nécessite vraiment des gens qui comprennent l'investissement institutionnel et les valorisations d'entreprises technologiques. C'est incroyablement complexe. Je comprends, dis-je. Laisse-moi passer un coup de fil. Je sortis mon téléphone et composai la ligne directe de mon conseiller principal en investissement chez Goldman Sachs. Salut David, dis-je quand il répondit. J'ai besoin de discuter de la liquidation de certaines positions pour libérer du capital pour une opportunité d'investissement direct. La famille me fixait avec une confusion grandissante. Sarah avait l'air de regarder quelqu'un faire une dépression nerveuse. Oui, j'envisage d'investir directement dans une start-up technologique, continuai-je. Quelque chose dans la fourchette des 150 millions de dollars. Peux-tu m'expliquer la structure pour ce genre de prise de participation directe ? La voix de David était assez claire pour que la table entende sa réponse. Bien sûr, Monsieur Johnson. Compte tenu de la taille de votre portefeuille, un investissement direct de 150 millions de dollars représenterait environ 8% de vos avoirs actuels. Nous pouvons structurer cela comme un achat d'actions pures ou comme des actions privilégiées convertibles, selon vos objectifs stratégiques. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Aussi, ajoutai-je, je veux discuter de ma position actuelle dans Techflow Innovation. Je crois que je suis actuellement l'actionnaire majoritaire via le véhicule Meridian Capital. Correct ? C'est correct, confirma David. Votre investissement de 150 millions de dollars via Meridian vous donne une participation de contrôle dans Techflow. Vous avez été le principal décideur sur toutes les questions stratégiques majeures. Je regardais directement Sarah, dont le visage était devenu complètement livide. David, dis-je, j'aimerais planifier une réunion du conseil d'administration pour lundi. Je pense qu'il est temps pour moi de prendre un rôle plus direct dans la gestion de l'entreprise. Le silence qui suivit dura près d'une minute entière. Sarah me fixait comme si je venais d'annoncer que j'étais en fait un extraterrestre. Maman et papa avaient l'air d'essayer de traiter des informations qui ne rentraient dans aucune catégorie qu'ils comprenaient. Finalement, Sarah retrouva sa voix. C'est impossible. Je lui tendis mon téléphone, qui était toujours connecté avec David chez Goldman Sachs. Veux-tu lui poser des questions sur la structure de l'investissement ? Sarah prit le téléphone avec des mains tremblantes. C'est Sarah Mitchell de Techflow Innovation. Pouvez-vous confirmer ce que vous venez de dire sur les positions d'investissement ? La réponse de David fut patiente et professionnelle. Monsieur Johnson est l'investisseur principal de Techflow depuis votre série de financement. Son investissement de 150 millions de dollars a été structuré via notre véhicule Meridian Capital pour maintenir l'anonymat, mais il a toujours détenu une participation de contrôle dans votre entreprise. Il reçoit des rapports trimestriels détaillés, et a l'autorité d'approbation finale sur toutes les décisions stratégiques majeures. Sarah raccrocha le téléphone et me fixa avec un mélange de choc, de confusion et d'horreur naissante. C'est toi l'investisseur, chuchota-t-elle. Je suis l'investisseur,
confirmai-je. Tu contrôles mon entreprise depuis 2 ans. J'ai fourni le capital et la surveillance stratégique. Oui. La famille essayait encore de assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Papa parla le premier. Alors quand tu posais des questions sur l'entreprise de Sarah, je vérifiais si sa compréhension correspondait au rapport que je recevais de l'équipe de direction, expliquai-je. Maman secouait la tête lentement. Ton petit truc en ligne est un cabinet de conseil en logiciel qui génère environ 40 millions de dollars de revenus par an, dis-je. L'investissement dans la start-up a été financé par mes économies personnelles. Le visage de Sarah passait par toute une gamme d'émotions, choc, embarras, colère, et quelque chose qui ressemblait à du chagrin. La réalisation la frappait, tout ce qu'elle avait dit sur les vrais investisseurs et le capital sophistiqué avait été dirigé vers la personne qui était, en fait, son véritable investisseur et son capital sophistiqué. Pourquoi, demanda-t-elle finalement. Je considérais la question avec soin. Au début, parce que je croyais en ta vision et je voulais aider. La structure anonyme était destinée à empêcher la dynamique familiale de compliquer les décisions d'affaires. Et maintenant? Je regardais autour de la table les membres de la famille qui avaient passé des années à rejeter mon succès réel, tout en célébrant ce qu'ils pensaient être le sens des affaires supérieures de Sarah. Maintenant, je pense qu'il est temps d'avoir quelques conversations honnêtes sur le succès en affaires et le respect. Les semaines suivantes apportèrent une transformation complète de la dynamique familiale. L'entreprise de Sarah ne s'est pas effondrée. Au lieu de cela, je l'ai restructurée avec une surveillance de gestion appropriée et des objectifs de croissance réalistes. Mais le rôle de Sarah est passé de PDG à un poste de chef de produit senior. Avec des cadres expérimentés amenés pour gérer les opérations et la stratégie, la famille a eu du mal à s'adapter à la nouvelle réalité. Des années de suppositions sur le succès, l'intelligence et la compétence en affaires avaient été complètement renversées. Le gamin à l'ordinateur, qu'il pensait survivre à peine, était en fait un multimillionnaire qui finançait secrètement la start-up de leur enfant prodige. Sarah a mal vécu la transition. Tout ce qu'elle croyait sur son succès en affaires avait été bâti sur un capital fourni par le frère qu'elle avait rejeté comme incapable de comprendre le vrai business. Les investisseurs sophistiqués dont elle s'était vantée étaient en fait des représentants de quelqu'un qu'elle avait constamment rabaissé. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit avec le temps. Une fois que Sarah a cessé d'essayer de prouver sa supériorité et a commencé à apprendre réellement auprès de mentors expérimentés, elle a commencé à exceller. Les compétences qu'elle avait développées à Harvard, combinées à de l'humilité et à une orientation appropriée, l'ont rendue véritablement efficace dans son nouveau rôle. L'entreprise, quant à elle, est devenue rentable en 6 mois. Avec des attentes réalistes et une allocation de capital appropriée, le modèle économique que Sarah avait envisagé a réellement fonctionné. Le problème n'avait jamais été sa vision. C'était son exécution, et son refus de reconnaître ce qu'elle ignorait. Quant à moi, j'ai enfin commencé à être honnête sur mon propre succès. La famille a appris l'existence du cabinet de conseil, des licences logicielles, du portefeuille d'investissement, et des diverses entreprises que j'avais discrètement bâties pendant des années. La reconnaissance faisait du bien, mais ce n'était pas le point principal. Le point principal était que le succès prend de nombreuses formes. Le MBA et les compétences en réseautage de Sarah étaient précieux, mais ils n'étaient pas plus précieux que l'expertise technique et l'allocation patiente de capital. Les connexions de Harvard comptent, mais elles ne comptent pas plus que le fait de résoudre réellement des problèmes pour des clients qui paient des prix élevés pour des résultats. Plus important encore, j'ai appris que le respect de la famille ne s'achète pas avec des investissements anonymes ou un succès discret. Parfois, il faut être prêt à parler haut et fort, même si cela signifie perturber des hypothèses confortables sur qui comprend le vrai business et qui joue juste à l'entrepreneur pour de faux. Sarah n'a plus jamais remis en question le fait que mon truc en ligne était du vrai business, et je n'ai plus jamais laissé personne dans la famille supposer que leur réalisation les rendait automatiquement plus qualifiés pour juger les chemins vers le succès des autres. La comédie était finie pour nous deux. Como si yo le metiera